Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Hillard. Bonjour cher monsieur, j'ai envie de vous dire. D'abord, je voulais vous dire bravo et merci. Bravo parce que pour dire ce que vous dites, il faut du courage aujourd'hui. Et merci parce que vous rendez certaines choses que l'on pressent, vous les rendez irréfutables par votre travail. J'ai envie de simplement vous faire une remarque à propos de la franc-maçonnerie. Et j'ai envie de plaisanter avec vous en vous disant que, comme Alain Bauer, sur la question de comme Alain Bauer, sur la question de la franc-maçonnerie, je pense que vous faites du révisionnisme historique, du négationnisme historique. Je vais vous dire pourquoi. À mon sens, 1717 n'est pas la constitution. Les constitutions d'Andersen ne sont pas la naissance de la franc-maçonnerie, mais sont un schisme entre la maçonnerie opérative du Moyen-Âge et la maçonnerie spéculative vérolée par l'esprit des Lumières à partir du XVIIIe siècle. Dans la franc-maçonnerie d'avant étaient les maçons francs, donc les maçons libres, qui ont bâti les 26 cathédrales qui se trouvent en Europe et se réunissaient pour approfondir leur pratique de la religion. Il vous suffit pour ça, par exemple, d'aller à Strasbourg et de voir à côté de la cathédrale le bâtiment dans lequel ils se réunissaient. Et c'était une maçonnerie ouvertement déiste, chrétienne et conforme au christianisme originel. Évidemment, elle était vérolée par l'esprit des Lumières. Elle est devenue non déiste et elle est devenue l'abomination que l'on connaît aujourd'hui, tout simplement. Je voulais simplement attirer votre attention là-dessus. L'histoire de la maçonnerie n'est pas univoque. Elle a connu, comme tout, au XVIIIe siècle, une puissante dégénérescence. Voilà. Alors, plusieurs remarques. Qu'il y ait des rivalités internes dans ce milieu, c'est très juste. Dans les mémoires de Charles de Westcastle, il dit qu'il y a une tentative d'infiltration de la maçonnerie par les Illuminés de Bavière. Très intéressant de voir ça. Pour information, vous avez une thèse de René Le Forestier de 1914-1915 qui a été éditée aux éditions Archer, une brique, façon annuaire téléphonique, sur les Illuminés de Bavière. Il a étudié à partir de pièces d'archives qui n'existent plus, elles ont été brûlées, enfin détruites par les bombardements à la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est vraiment une étude, là c'est du solide. Il faut faire attention, effectivement. Création officielle 1717, puis vous avez eu avant Royal Society, le Collège Invisible, et vous avez eu bien avant des courants qui ont joué. Il y a une chose, c'est que dans le christianisme, en particulier dans le catholicisme, vous avez le dépôt de la foi qui est clos avec Saint Jean. On ne peut rien enlever. Saint Jean meurt vers 100 à peu près, 100, 101, très âgé. On ne peut rien enlever, rien, même une virgule. Voilà. Ce qui fait que il y a eu après des courants qui se disaient chrétiens, mais qui estimaient qu'on pouvait faire des petits rajouts par-ci par-là, un déisme, voilà. Et ça, c'est à proscrire. Et évidemment, ça a été un terreau qui a permis ensuite, plusieurs générations après, de lancer des courants réformateurs au XVIe siècle. Il faut voir en particulier Reuchlin, qui a été marqué par ses contacts. Vous avez aussi Pic de la Mirandole, dont le conseiller, le formateur, était un juif qui portait un nom de consonance, enfin il s'appelait Mithridate. Mais les 900 conclusions, je crois que le titre de Pic de la Mirandole, en 1486, ont été condamnées, qui étaient marquées de la Kabbale et des ésotérismes. À l'époque, la franc-maçonnerie n'existait pas. Ont été condamnées par, enfin la franc-maçonnerie, façon, voilà. Voilà, mais le courant existait, c'est ce que je veux dire, il y a un courant permanent avec des noms peut-être différents, mais le courant est toujours là. Et à l'époque, ce livre, 900 conclusions, qui met en valeur la Kabbale et les influences qui vont avec, avait été condamné à l'époque par l'Église, car mettant la Kabbale au-dessus du témoignage des évangiles. Donc il faut faire attention. Lorsque le Christ parle, il ne dit jamais « va, ta connaissance t'a sauvé ». Il ne dit jamais ça, il dit « va ». Ta foi t'a sauvé. Et la foi passe par un comportement de la part de la personne qui d'abord obéit aux lois du christianisme, mais l'homme ne s'élève que par la grâce et non par la connaissance. Alors, attention, ça n'empêche pas d'étudier, voilà. Mais l'homme, dans le christianisme, j'entends, ne s'élève que par la grâce. C'est-à-dire que le vrai patron, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Monsieur, on va pas transformer ça en échange un contre un. C'est que donner le mode d'emploi.
Merci beaucoup. Monsieur qui est juste là a une question également. Oui, bonjour Monsieur Hilard. Une question qui revient à votre dernière phrase de la conférence. Quel est votre motif d'optimisme dans toute cette affaire où l'on est complètement effrayé, quoi? Je veux dire, quand on vous écoute, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir, tout simplement? Je vais vous dire une chose. Je sais que je tiens souvent des propos pessimistes. En fait, j'aime la vie, hein, je vous dis tout de suite. Vous allez comprendre, mais vous allez comprendre pourquoi. J'aime la vie, j'aime la bonne bouffe, bien boire, bien manger, la nature. Ne me croyez pas croque-mort de nature, c'est pas ma nature. Mais malheureusement, il y a un concentré de vérole, pardonnez-moi l'expression, et il y a une chose. Je vous ai cité le bouquin qui va sortir aux éditions Ethos de Jacob Frank, dont j'ai fait la préface. Donc, c'est un avocat polonais qui s'appelait donc Alexandre Krauss-Haar, qui a sorti en 1895. Pour information, dans mon livre Atlas mondialisme, vous avez la couverture de l'original de 1895, donc qui était à l'époque en polonais et qui vient d'être traduit en français. Et vous avez la pensée franquiste, donc l'explication de ce groupe d'universitaires juifs américains de 1982 dans mon livre Archimondialisme. Il faut comprendre la mentalité de ces gens-là, et c'est pourquoi je suis là malheureusement pessimiste, parce que dans leur idéal tordu, pervers, on ne s'élève que par le sacrifice humain. Et plus il y a une perversion, d'ailleurs c'est Gershom Scholem qui explique ça très bien, plus il y a de crises économiques, de guerres, de famines, de détournement de la morale, enfin bref, tout ce que vous voulez, plus le mal est profond, plus le bien, et des guillemets, dans leur esprit tordu, est grand et permet de passer à une vitesse supérieure. Et dans leur esprit à eux, un sacrifice humain permet d'atteindre l'idéal qui est la gouvernance mondiale. Et malheureusement, c'est leur rationalité à eux, rationalité folle, tordue, tout ce que vous voulez. Et je crains malheureusement, sauf instinct de survie qui surgit, sauf un bon sens, sauf un miracle, je crains fortement qu'on y aille. Après, à quelle vitesse, je ne peux pas vous le dire, mais la magie du chaos, c'est donc de passer d'un monde ancien à un autre, à une étape supérieure, via un sacrifice humain. Dans mon avant-dernier livre, Des origines mondialistes, j'explique que le covidisme, etc., est le sacrifice humain qui va avec. Et la guerre est l'élément suprême pour parachever. Et avec précédé, il y a une guerre civile qui se prépare, il y a un krach financier qui a déjà commencé, et en plus, ils veulent mettre en place leur monnaie numérique. Donc, il faut d'abord faire sauter le système ancien issu de Bretton Woods, 1944. Et je crains fortement, sincèrement, vous ne pouvez pas savoir comme je veux me tromper, et qu'on puisse dire que ce connard, vous avez entendu, qu'est-ce qu'il a raconté? Je serais ravi, mais je crains fortement qu'ils mettent le feu au baril de poudre planétaire. Et voilà, c'est bon. Monsieur, sans le micro, c'est pas possible. Excusez-moi, on va reprendre votre question juste après. On va passer la parole à d'autres personnes dans le public. Et si vous avez d'autres questions, on vous redonnera la parole après. Oui, vous souhaitiez tout à l'heure nous dire un mot sur Richard de Kuhnhoff-Kalergi. Vous ne l'avez pas fait, je le souhaiterais, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que dans les livres de Otto de Habsbourg-Lorraine et dans différentes interviews, dont une à la chaîne Cato, il fait référence à Kalergi en bien. Donc c'est pour la pan-Europe, peut-être une vieille idée impériale de reconstitution de l'empire de Habsbourg, d'une certaine façon. Donc je ne vois pas en quoi, moi j'ai lu Pan-Europe de Kalergi, je suis peut-être néophyte, mais rien ne m'a choqué. Et ça n'a pas choqué non plus Otto de Habsbourg, qui est largement supérieur à moi, bien évidemment, et donc je ne vois pas pourquoi ça poserait un problème, ou il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Merci de vos lumières. Alors,
Richard de Coudenhove-Kalergi appartenait à l'élite aristocratique, il faut un peu situer de l'époque. Il est né en 1890 et quelques, il est mort en 1972-73. Donc l'élite aristocratique austro-hongroise, et il avait une particularité qui est très importante à souligner, qui était très rare à son époque, c'était un métis. Son père était autrichien et sa mère était japonaise. C'était un Eurasien. Il est né à Tokyo d'ailleurs. Et son père, Heinrich de Coudenhove-Kalergi, était plongé jusqu'à la racine des cheveux dans l'ésotérisme, l'occultisme. L'arrière-grand-mère, ou arrière-arrière, une fois, deux fois, de Coudenhove-Kalergi était une demoiselle Nesselrode. Et le ministre russe au temps d'Alexandre Ier s'appelait Nesselrode. C'est lui qui accompagnait le tsar Alexandre Ier pour voir la fille de Jacob Frank, Ève Frank. C'est intéressant de voir cette généalogie, ils se connaissent. Alors, pourquoi il faut rejeter la pan-Europe? Richard de Coudenhove-Kalergi voulait la fin de la guerre après la boucherie de 14-18, réaction saine, un instinct de survie, on arrête nos conneries en gros. Mais qui veut faire l'ange fait parfois la bête. Et Richard de Coudenhove-Kalergi était lié au Warburg. Le financement. Alors, je vais vous donner une référence. En fait, le livre, je m'en suis servi pour mon livre Atlas du mondialisme. Il y a une étude universitaire qui date de plusieurs années, qui est excellente, d'une universitaire française qui s'appelle Anne-Marie Saint-Gilles, aux presses universitaires Paris ou Rennes, je ne sais plus, sur la pan-Europe, et qui, d'études vraiment un boulot dingue, et qui montre les sources de financement de la pan-Europe avec Max Warburg, de la banque Warburg, qui a travaillé aussi pour la promotion du sionisme, le Max Warburg. Et le Max Warburg, qui avait deux frères, Félix et Paul, qui étaient naturalisés américains. Félix, qui était marié à la fille de Jacob Schiff, qui a financé la campagne contre les Russes en finançant l'armement japonais, et qui a permis à la marine japonaise de battre les Russes en 1905, la bataille navale de Tsushima. Il n'a pas fait que ça. Et l'autre frère, Paul Warburg, qui a joué un rôle clé dans la création de la Fed en 1913. Donc, Richard de Coudenhove-Kalergi était lié à ces gens-là. Donc, tout de suite, on se dit, oh là là, c'est qui finance comment? Bon. 1925, Richard de Coudenhove-Kalergi a rédigé un rapport, je m'en suis servi pour l'Atlas, à la SDN, la Société des Nations, donc l'ONU de l'époque, pour la création d'une gouvernance mondiale et la création de blocs régionaux dans le cadre d'une gouvernance mondiale. Et le même Richard de Coudenhove-Kalergi a rédigé un livre qui s'appelle Praktischer Idealismus, idéalisme pratique. Bon. Alors, je dis tout de suite, j'ai l'original en allemand des éditions Pan-Europe, Pan-Europa Verlag, Leipzig, 1925. Pour ceux qui diraient ouais, mais le livre a été mal traduit, trafiqué. Non, j'ai l'original. Et Richard de Coudenhove-Kalergi est imprégné de gnose, comme tous ces gens d'ailleurs, où il dit qu'il faut favoriser une Europe orientalisée. Et il dit à un moment donné, il faut que, je résume sa phrase, le brahman et le mandarin prennent la place du chevalier en Europe. Le chevalier, c'est le chevalier du Moyen-Âge, le côté classique. Et il dit que ce milieu-là, chevalier, doit dégager au profit du monde oriental, brahman et mandarin. Et la pan-Europe est très œcuménique puisqu'elle considère qu'il faut toutes les religions du monde. Et la pan-Europe a joué un très grand rôle dans la construction européenne. Il ne faut jamais oublier que J'ai choisi l'Europe de Coudenhove-Kalergi, qui est sorti en 1952, a été quand même préfacé par Winston Churchill. Voilà, vous voyez les sources de financement. En fait, Richard Coudenhove-Kalergi, c'est un homme imprégné de gnose par son milieu familial, par l'idéal de la pan-Europe, par les sources de financement de la pan-Europe. Et ça, c'était quand j'ai fait ma thèse de sciences politiques. C'est mon premier livre, Minorité régionaliste, qui est en fait ma thèse. La pan-Europe a joué un rôle clé
dans l'élaboration de la charte des langues régionales, de la Convention cadre pour la protection des minorités et dans le mouvement de fédéralisation de l'Europe, contraire aux intérêts de la France. Voilà. J'étais à Vienne, justement, il y a à peu près 4 ans. Et à la Bibliothèque nationale, à la Bibliothèque nationale, il y avait toute une exposition sur la franc-maçonnerie autrichienne. Donc j'ai pu voir des documents, oui. Et c'est là que j'ai découvert que le brave Kalergi, dont j'avais lu le livre, et je l'avais aussi en PDF, en version allemande, française et anglaise, dont des passages, je veux dire, sulfureux avaient été enlevés. Et je me rappelle avoir voulu écrire un article pour un journal autrichien à l'époque, pour parler de Kalergi, et il m'a été refusé. Enfin, ils n'ont pas répondu, puis ils m'ont mis sur leur liste, et maintenant je reçois tous leurs numéros. Et donc j'ai compris pourquoi. C'est une figure de proue, il y a un timbre à son effigie, et tous les européistes ont reçu. Alors, il voulait également, donc il était franc-maçon, et il voulait une Europe métissée. C'est dans la version qui n'a pas été retouchée, et voilà. Praktischer-Idealismus, il en parle, et je vais même apporter de l'eau à votre moulin, madame, et à toutes les personnes. Vous avez dans ce livre en annexe un document, c'est l'original, ça vient de l'université de Cambridge pour information. 1926, vous avez eu le premier congrès pan-européen à Vienne avec Richard de Kunanovsky-Kalergi. Et il a mis... il y avait donc des Français, des Allemands, des Autrichiens, des Anglais. Il y avait un représentant de Chatham House, d'ailleurs, parmi les Anglais. Et pour décorer la salle, il y avait les portraits des grands Européens, comme Kant, le philosophe Kant, Mazzini. Alors lui, Mazzini, qui était lié au monde occultiste maçonnique et bien d'autres. Et il y avait aussi, c'est dans le bouquin avec la photo, un certain Jiddu Krishnamurti. J'explique. Et là, je vous demande d'être conscient de la porosité entre le monde occidental et le monde russe. En fait, j'aurais voulu en parler durant la conférence, mais maintenant, à cause de vous, madame, je suis obligé de le faire. Merci. Merci, parce que, hop, il faut rebondir. Voyez-vous, c'est un Indien, Jiddu Krishnamurti, qui a été repéré enfant adolescent en Inde, entre autres par une certaine Annie Besant, qui faisait partie de la société fabienne, la Fabian Society, dont l'idéal, c'est la fusion entre le capitalisme et le socialisme, et un monde unifié, mélangé, enfin bon, bref, truc mondialiste par excellence. Et cette Annie Besant faisait partie de la société fabienne, fondée en 1883-84 par Béatrice et Sidney Webb. Je rappelle que la société fabienne est à l'origine de la création du Parti travailliste anglais et de la London School of Economics. C'est pour vous dire, ça tape haut. Et que leur premier emblème, c'était un loup recouvert d'une peau d'agneau. Et là, ils se sont dit, bon, c'est un peu voyant comme notre truc, on va prendre une tortue. Bon. Et d'ailleurs, dans mon livre des origines du mondialisme, j'ai l'original en couleur du premier logo. Bon. Donc pour vous dire que c'était fabienne et que la plupart des premiers ministres anglais travaillistes, comme Tony Blair, Gordon Brown, viennent de la société fabienne, pour vous dire qu'on tape haut. Donc Annie Besant venait de ça. Mais elle faisait partie aussi de la société théosophique d'Helena Blavatsky. Et oui, Helena Blavatsky, qui était reliée au monde russe via son cousin Witte. Et donc vous voyez cette porosité et... il est intéressant de voir que ce Jiddu Krishnamurti, qui était considéré comme un sort de demi-messie ou messie, enfin dans leur esprit à eux, a été un emblème proposé par la Pan-Europe dans un portrait lors du premier congrès pan-européen avec Mazzini et Kant et bien d'autres. Donc vous voyez les liens de la Pan-Europe avec tous ces mouvements ésotériques, fabiens, théosophiques. Voilà. Donc en fait, il y a dans ces milieux-là différentes branches qui se tirent dans les pattes, mais c'est toujours un fond ésotérique. Pensez ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la FIFA.
Vous avez différentes branches, différents clubs, mais vous avez la maison mère au-dessus ben là c'est pareil. Vous avez différentes branches de l'ésotérisme, magie blanche, noire, peu importe la couleur, rose bonbon, enfin ça n'existe pas. Mais pour vous dire que c'est le poison, point bas. Monsieur Hélard, une question par rapport à l'eschatologie juive. Dans l'eschatologie juive, il est prévu la destruction de la Rome chrétienne sous le nom d'Édom. Est-ce que d'une certaine manière, pour les Juifs, l'Empire romain n'est pas tout à fait terminé? La destruction de l'Empire romain n'est pas... Nous sommes toujours dans l'Empire romain, bien que le christianisme en ait pris la suite. Est-ce que la Russie n'est pas, comme une queue de comète, le dernier morceau de l'Empire romain à détruire pour justement l'avènement de la chute de Rome, notamment par l'affaire du Concile Vatican II, qui est une révolution dans l'Église? Il faut détruire Rome, c'est-à-dire détruire la Rome chrétienne pour l'avènement de l'Antichrist, de l'Anti-Messie, en vue donc d'une dominance totale. Alors, une chose est sûre, le christianisme en Europe est moribond, merci Vatican II. Et je rappelle que, je suis désolé, mais ce sont les faits. Les élites juives ont joué un rôle clé dans Vatican II. J'ai même mis le document d'origine en anglais, How the Jews Changed Catholic Thinking. C'est le fameux rapport, enfin document au dossier de la revue Look, qui tirait à l'époque à 7 millions d'exemplaires. Vatican II se termine donc en décembre de 1965 et ce dossier sort en janvier 66 et qui explique comment ils ont changé la manière de penser catholique. Effectivement, il faut lire aussi les mémoires de Gerhard Reckner, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial, qui explique, j'ai pris les passages clés. Donc, bon, le problème, c'est que l'orthodoxie, comme je vous l'ai montré, j'ai essayé de montrer de manière très rapide, parce que je ne pouvais pas tout dire, que le monde orthodoxe, jusqu'à aujourd'hui, est touché par la Kabbale. Quand vous avez le monde orthodoxe, et je pense à un personnage comme Constantin Malofeyev, qui travaille main dans la main avec le rabbin Boroda, le patron des Lubavitch, j'ai un doute. Le monde russe, quand on voit le génie russe et quand on voit les splendeurs que le monde orthodoxe a pu, vous citez la fameuse icône d'Andrei Roublev, qui est hors norme, c'est quand même dommage de voir ce monde orthodoxe s'acoquiner à un monde Lubavitch qui tient les cordons de la bourse. Ça, je peux vous dire que l'intérêt des... Pourquoi le monde Lubavitch, on peut bien le connaître, à cause des sanctions occidentales qui ont braqué les projecteurs sur ce milieu. Donc on sait qui a été condamné. Et à chaque fois, on voit qu'il y a un CV lourd. Et donc le monde orthodoxe, comment peut-on avoir un espoir, sachant qu'il est très lié au monde Lubavitch, et on ne peut pas associer le christianisme orthodoxe qui s'appuie théoriquement sur le Christ, fils de Dieu incarné, avec les Lubavitch, une faction juive qui rejette violemment le Christ, fils de Dieu incarné. Je rappelle que dans le Talmud de Babylone, le Christ est châtié dans une marmite remplie d'excréments bouillants. Gitin 56b, 57a, je crois la référence, et vous pouvez lire la thèse de Thierry Murcia, on en a fait un livre, et cette thèse a été reconnue, il a reçu un prix dans la revue des études juives, pour dire qu'eux-mêmes l'ont reconnu. Donc, vous comprenez, ils sont associés. Et je pense au Constantin Malofeyev, le Catéchone et compagnie. Il faut voir toujours l'aspect mystique et religieux, mais il faut voir, on est sur Terre, le fric. Je ne vous donne pas le nom de l'entreprise que Constantin Malofeyev, donc, qui est chef du mouvement orthodoxe et qui est royaliste, et qui travaille avec Boroda, le rabbin Boroda. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, les personnes qui s'opposent au sionisme parler avec chaleur de Ben Gourion. Je dirais, écoutez les gars, ça ne va pas ensemble. Eh bien, le Constantin Malofeyev a créé une entreprise dans le bâtiment, je crois, enfin vous verrez. Il est officiellement contre le monde occidental, d'accord, mais son entreprise a été enregistrée dans un paradis fiscal anglo-saxon, pour être plus précis, les îles Vierges britanniques, dont la monnaie d'usage est le dollar. Bon. Voilà, tout est entremêlé, mais ils se bagarrent entre eux. Voilà. Ce sont des rivalités d'essence messianique, des chemins différents pour aboutir à un même but, la disparition et la révélation. La finalité, c'est ça.
mais il se tire dans les pattes avec différents types de messianisme. Et les propos justes que Poutine va tenir contre le wokisme, etc., en fait, c'est la morale Lubavitch, liée à la tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est ce concept qui consiste à dire qu'il y a un fond religieux commun à toutes les religions, mais qu'elles diffèrent ensuite par la forme. Bouddhisme, islam, christianisme, etc. Oui, mais dans ce cas-là, c'est la condamnation pure et simple du christianisme, puisque le christianisme, l'essence même du christianisme, et de l'orthodoxie en particulier, c'est que le Christ est le Fils de Dieu incarné, donc le reste est faux, et il y a le péché originel. Ces milieux occultistes, ésotériques, ne vous parlent jamais du péché originel, qui est l'essence même du christianisme, qui explique la venue du Christ pour effacer cette marque. Concernant le terme mondialisme, est-ce qu'il est vraiment approprié quand on sait qu'en fait c'est l'occidentalisme, c'est l'influence anglo-saxonne, américaine, etc. Et on oublie complètement toute l'Afrique qui représente 90% au moins de la population mondiale, Afrique-Inde, hein, Afrique-Inde, Chine. Donc est-ce que finalement le flop ne va pas venir, le flop du monde, j'essaye d'être un peu optimiste à mon tour, ne va pas venir d'une résistance, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique, hein, d'une résistance importante des pays dits du tiers-monde contre tout ce qui se passe actuellement. J'espère. Ah oui, je comprends votre réaction, madame, moi aussi je cherche... Bon, d'abord on est sur Terre, il y a une chose. Et là c'est l'optimiste qui parle. Le mal ne peut pas gagner la guerre. Gagner des batailles, oui, mais il se tire dans les pattes. Bon, le monde africain fait partie aussi, le monde indien aussi. Vous avez les BRICS, j'en parle. Les pays africains font partie des BRICS, certains pays africains, l'Afrique du Sud en l'occurrence, mais il ne faut jamais oublier que c'est un territoire, un continent qui est de plus en plus soumis à la Chine et à la Russie. Ne pas oublier aussi que la Russie est un pays sous-peuplé face à une Chine surpeuplée et que la Chine a un atout colossal aux dépens de la Chine. À nos dépens aussi, mais aux dépens de la Russie. C'est que la Chine possède à peu près 90% des réserves en terres rares. Vous savez, tout ce qui rentre dans la composition des ordinateurs, etc. Voilà. Et donc, mon espoir, c'est que, j'ai toujours cette formule, l'enfer est divisé contre lui-même. Donc, qu'ils se tapent entre eux, que le projet déraille. Mais même en déraillant, on est quand même dans les wagons. Même le wagon restaurant, ça sera dur. Bonsoir, merci. Monsieur Pierre Hilard, le national-socialisme que vous appelez nazisme, comme le juif Konrad Hayden, qui a inventé ce terme péjoratif, ce serait, selon vous, construit en opposition à la France. Alors que c'est la République française occupée par qui on sait, qui a déclaré la guerre à l'Allemagne, et ce n'est pas tenir compte du premier parti national-socialiste, donc anti-marxiste, créé en 1902, puis un deuxième en 1917 en France. Vous déclarez Hitler est un digne héritier des principes de 1789, alors même qu'il avait interdit aux Français de fêter le 14 juillet. Vous dites, rappelez que la Révolution a donné naissance certes au communisme, mais au nazisme. C'est uniquement le communisme toujours communautaire, si vous voyez ce que je veux dire, qui a donné naissance non pas à la Révolution, mais aux révolutions. Il y a eu la Révolution anglaise, française et ensuite donc bolchevique, mais les trois étaient initiés par la même clique. Ensuite, vous dites que oui, qu'Hitler était anti-catholique, alors même qu'il a fait rénover environ 630 églises, enfin construire 630 églises et rénover avec un total de 2500 églises entre les rénovées et les construites. Donc, par rapport à vos sources, ou je ne sais pas, où il y a une incompréhension. Alors, d'abord, ne jamais oublier que
Hitler a toujours dit que l'ennemi de l'Allemagne, c'était la France. Et étant français, je tiens d'abord à défendre les intérêts de mon pays avant de défendre les intérêts allemands, russes, chinois, parce qu'il y a une priorité, c'est comme sa famille, d'abord sa famille avant celle des autres. Je vais vous dire une chose. J'ai toujours aimé l'Allemagne à cause de la musique. Wagner, Beethoven, Schubert. Pour information, je vous invite... Si j'aime Wagner, j'aime Wagner. Tristan et Iseult de Wagner, c'est magnifique. Et pour petite information, j'ai découvert récemment une œuvre sublime de Beethoven, interprétée par le plus grand chef d'orchestre pour moi, qui est un Allemand qui s'appelle Wilhelm Furtwängler, Die große Fuge, la grande fugue de Beethoven, qu'il a composé 3-4 ans avant de mourir. C'est sublime. Donc pour vous dire, et je me suis recueilli dans la tombe à Vienne, la tombe de Beethoven, Schubert, Brahms et Strauss père et fils, pour vous dire que en fait j'aime le monde germanique, mais ça n'empêche que je suis d'abord français aussi, bon, comme j'aime l'Italie. Bon. Il y a une chose, c'est que le peuple allemand a été humilié en 1918-19 avec le traité de Versailles. Et vous avez un homme qui avait parfaitement compris, j'ai eu le privilège de faire la préface. J'ai vu 2 ou 3 exemplaires sur la table. C'est le chef-d'œuvre en géopolitique qui est sorti en 1920 de Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix, où il explique que c'est une humiliation qui va se retourner contre la France. Et effectivement, en 1940, et heureusement pour lui, il est mort en 1936, il n'a pas eu le temps de voir. Bon. Et je vous invite à lire ce bouquin qui était le chef-d'œuvre. Ne jamais oublier que, d'abord, d'un point de vue politique, Hitler a supprimé les provinces, enfin les Länder. Il a mis en place les Gauen, au singulier Gau, G-A-U, pluriel Gauen, G-A-U-E-N. Ce sont les équivalents des départements à la française. Vous savez qui voulait mettre à l'origine des départements, donc détruire tout ce qui est province, tout ce qui est, parce que moi je suis pour les provinces, pas pour les régions, les provinces. Pareil pour la France, la Révolution française a supprimé les provinces pour déraciner. Eh bien, dans le cas de l'Allemagne, Hitler a en 1933 supprimé les Länder pour mettre en place des Gauen dirigés par un Gauleiter, celui qui dirige le Gau, le département. Mais celui qui à l'origine voulait le faire, lors de la rédaction de la Constitution de Weimar, c'est un constitutionnaliste juif allemand qui s'appelait Hugo Preuss, dont le père était copain avec le père de Gerhard Rickner, celui qui a été le premier secrétaire du Congrès juif mondial. On les retrouve, c'est à chaque fois. Et c'est un juif qui a voulu mettre en 1918, 19, 20 des départements en Allemagne pour casser le provincialisme allemand. Et la résistance de ces Länder, Saxe et compagnie, Bavière, a bloqué. Mais c'est Hitler qui a mis en place les départements. Donc un acte qui détruisait les caractéristiques, la diversité du monde germanique, parce qu'entre la Thuringe, le Mecklembourg et le Bade-Württemberg, c'est pas pareil. Et il y a autre chose, c'est que le christianisme d'Hitler, c'est un christianisme, alors je résume, arianisé. Et il y a quand même une chose, je vous invite, j'ai mis les principaux extraits dans mon livre Archives du mondialisme, et aussi dans Sionisme et mondialisme. Le nazisme a été condamné en 1937 par l'Église avec l'encyclique Mit brennender Sorge, littéralement un souci ardent, et en mettant en cause le panthéisme du christianisme nazi, en disant que ce n'est pas parce qu'on parle de Dieu que c'est un bon christianisme. Je vous invite à lire les principaux extraits que j'ai mis. C'est-à-dire que vous avez différentes manières de détruire. Vous avez la manière brutale, grossière, on tue, on arrase tout. Et puis vous avez la manière plus subtile qui consiste à conserver, mais à pervertir de l'intérieur. C'est en fait ce qu'on peut voir dans le cadre de la Russie orthodoxe, où vous avez de magnifiques choses dans la religion orthodoxe, perverties par cette marque occultiste et, entre autres, de ce travail entre les milieux orthodoxes avec les milieux Lubavitch. Il y a des mariages qui ne se font pas. Donc apparemment, l'Église orthodoxe présente un côté très, très beau, avec des vêtements, l'encens et un côté solennel, mais subtilement perverti, parce que travailler main dans la main avec les Lubavitch,
ça ne va pas ensemble. Et le nazisme est absolument incompatible avec le christianisme, l'apologie du sang, non, du sang et de la race. Attention, qu'on défende son peuple, et d'ailleurs, je vous invite à lire vraiment cette encyclique Mit Breda der Sorge, dit bien qu'il faut défendre son peuple, c'est les caractéristiques, au contraire, c'est un devoir même, mais on ne doit pas en faire l'apologie. Et le christianisme promu par les nazis, c'est un christianisme panthéiste. Pan, en grec, c'est tout. Et vous avez cet universitaire américain qui explique la marque occultiste du nazisme, et c'est bien simple, même Dugin le reconnaît, même Dugin, pardon. Exact. Voilà, merci madame, merci. Voilà, merci. Et c'est curieux parce que Dugin, je fais que rapporter, il dit la même chose. Il dit qu'il y a une marque occultiste dans le nazisme. Il le reconnaît, et il s'appuie entre autres sur. Il dit, en parlant de cet auteur anglais, qu'il avait constaté la même chose avant même de le lire. Donc, alors c'est David, son prénom. Nicholas Godric Clark. Godric Clark, voilà, avec un trait d'union entre les deux. Et je vous invite, ne serait-ce qu'à lire l'encyclique Mit Breda der Sorge. J'ai mis les principaux extraits, je crois, dans Sionisme et mondialisme ou Archives du mondialisme. Voilà. Pour les livres. Nous allons prendre une dernière question et puis on va repasser un petit peu au centre dédicace pour les retardataires qui auraient des livres encore à faire dédicacer par Monsieur Hilard. Donc, sans plus attendre, 2 dernières questions. Il y aura d'abord Monsieur et je vous passe le micro après. Oui, merci pour cet exposé. Vous avez tout à l'heure évoqué rapidement, faute de temps, Shambhala. Et j'aurais aimé vous entendre un petit peu sur ce qu'on présente habituellement comme son opposé, entre guillemets, Agartha, qui nourrit toute la mythologie de la tradition primordiale, voilà, sur les influences qu'ont pu apporter des Saint-Yves d'Alvèdre, des Papus, des Guénons, des Voilà. Je voulais avoir quelques mots là-dessus. Merci. Alors, effectivement, Shambhala, j'en parle, toujours cette dualité, avec les influences Papus, Maître Philippe, donc fin 19e, début 20e siècle, qui ont joué un très grand rôle auprès de la famille des Romanov, de Nicolas II et sa femme. Il faut aussi parler du mouvement martiniste. Il faut savoir que le mouvement martiniste était promu au sein des élites russes avant la guerre de 14. Pour vous donner une petite idée, le Nikolai Nikolaïevitch, qui était le patron en 1914 de l'armée impériale russe, était martiniste. Mais, donc influence de la Kabbale, hein, Martinez de Pasquali et compagnie, et toujours ce mélange de christianisme orthodoxe avec la Kabbale. Ce Nikolai Nikolaïevitch, qui était le président d'honneur des milieux martinistes russes diffusés par Papus, tout en étant martiniste, il faisait sa prière chrétienne le matin et le soir. C'est très frappant de voir ces liens de confusion. Il y a lui et tant d'autres. Et c'est intéressant d'étudier aussi, dans tout ce qui est influence Shambhala et compagnie, au sein de la famille du tsar, Nicolas II qui était lié à ces milieux-là, entre autres avec un Tibétain qui s'appelait Badmaef, qui va s'installer à Saint-Pétersbourg et qui va devenir médecin, qui va favoriser la diffusion de ces idées-là, d'influence swastika, tout ce qui va avec, tibétain, et qui avait comme client, enfin comme patient en tant que médecin, Sergueï Viteux, toujours. Ce Badmaef, quand il s'est converti à l'orthodoxie, mais une religion orthodoxe minée par tout ce qui est influence kabbalistique et monde tibétain, etc., a eu comme parrain de baptême Alexandre III, le père de Nicolas II. C'est dans une thèse que j'ai lu ça, vous verrez, c'est dans le bouquin. C'est très intéressant de voir cette fusion. Et ce Badmaef était en contact avec un Tibétain qui s'appelait Georgiev, je prononce mal son nom, qui était le bras droit du Dalai Lama.
Et tous ces gens-là ont joué un grand rôle dans la diffusion de ces idées-là. Il faut savoir que dans l'histoire russe, pourquoi j'ai dit les permanences, c'est Catherine II qui a reconnu le bouddhisme comme religion, une des religions du monde russe, en raison du caractère multiconfessionnel de ce pays, et qui fait que depuis Catherine II, les tsars sont les... je ne sais plus la formule en tête, les princes de cette religion tibétaine, j'ai plus l'expression en tête, et que ça a été supprimé par le régime communiste et c'était rétabli par Dimitri Medvedev. J'ai plus le nom en tête. Excusez-moi, un trou de mémoire. Voilà, très, très intéressant, c'est Dimitri Medvedev qui a rétabli le truc et qui s'est attribué ce titre à l'origine lancé par Catherine II. C'est vraiment les permanences. Et le monde russe est imprégné de ces milieux-là. Et lorsqu'il y a eu la fameuse intervention militaire anglaise au Tibet, c'était dans les années, au début des premières années du XXe siècle, c'était en raison de la politique du tsar qui voulait soumettre le monde tibétain en raison de cet idéal de Shambhala et compagnie, tout ce qui va des ésotérismes, dans le cadre russe. Et les Anglais ne voulaient pas que le monde tibétain soit sous le contrôle russe parce que le monde tibétain aurait été une menace, s'il avait été sous le contrôle russe, pour les Indes, qui était le joyau de l'Empire britannique, la reine Victoria, impératrice des Indes. Tout ça, c'est lié. Donc, en fait, pour voir des guerres, des raisons de guerre et d'intervention militaire, c'est en fait toujours des raisons mystico-religieuses. Et Nicolas II a reçu des Tibétains dans son château dans son palais d'été sur le bord de la mer Noire. Vous verrez, je reste volontairement, je ne dis pas trop pour un peu, hein, mais c'est frappant de voir ces incohérences avec le monde tibétain. C'est bien simple, c'est Nicolas II qui a permis la construction du premier temple tibétain à Saint-Pétersbourg. Mais là, une partie de l'Église orthodoxe s'est farouchement opposée parce qu'ils n'acceptaient pas. Il y avait des milieux orthodoxes touchés par ces influences orientales, mais une autre partie qui ne voulait pas. En fait, ce n'est pas monolithique, ce sont des bagarres entre factions. Parfois, il y a une qui l'emporte sur l'autre. Voilà, c'est une mosaïque, il faut jongler, et je ne me suis pas toujours amusé pour essayer de retrouver le fil conducteur et faire en sorte que les lecteurs puissent piger. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà. Bonjour, merci Jérôme. Juste un petit retour rapide sur le Johann Chapoutot pour la Seconde Guerre mondiale et l'extermination des prêtres également en Pologne, etc. Il est docteur à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne nazie, et il rappelle combien l'Allemagne nazie a exterminé nombre de prêtres. Voilà. Je rappelle aussi que les Hitlerjugend, les jeunesses hitlériennes, ont remplacé les jeunesses catholiques. Donc il y avait une volonté, mais il me semble aussi que dans Germania, il n'y avait pas d'église dans la nouvelle capitale du Reich. Voilà. C'était juste une part. Un christianisme arianisé, je ne sais pas comment. Mais vous pouvez lire ça en particulier pour effectivement ce que vous dites, la lutte des nazis contre les catholiques dans sionisme et mondialisme, où de nombreuses associations catholiques ont été fermées, et d'où d'ailleurs la rédaction de cette encyclique Min Breden der Sorge, parce qu'à l'origine l'Église catholique avait conclu un concordat en 1933 avec Hitler, qu'Hitler a violé. Ça aussi. Voilà. Et d'où cette encyclique pour dire ah non, là on n'est pas d'accord. Alors, moi, j'ai découvert aujourd'hui, grâce à votre éclairage, parce que j'avais une lecture du monde un peu différente, je pensais que les BRICS, en l'occurrence la Russie, la Chine, avaient peut-être la possibilité de nous sauver, entre guillemets, puisque je vois bien que le wokisme et l'État profond exterminent tout l'OTAN, tous les pays de l'OTAN. Donc, pour vous, en fait, la Chine, et d'ailleurs j'étais très surpris de voir Xi Jinping accueillir Bill Gates, j'avais du mal à comprendre le lien, mais donc pour vous, en fait, ils font partie du même plan. Alors, le but est commun, mais ce sont des rivalités, des bagarres. Je prends toujours cet exemple au temps de la prohibition, Al Capone, etc. Et vous avez différents groupes qui se tiraient dans les pattes pour s'adjuger un secteur. Ils se tiraient dans les pattes entre eux, mais ce n'était pas le gentil qui se mettait contre un méchant, c'était tous des grosses crapules qui se tiraient dans les pattes. C'est dans le bouquin, vous avez eu en 1988 la revue des économistes qui annonçait une monnaie mondiale, le Phénix,
Et on voit l'oiseau, phénix, qui apparaît et qui surgit de billets de banque, dollars, qui brûlent, etc. Avril 2023. Vous avez une monnaie numérique mondiale qui vient d'être lancée, qui s'appelle Unicoin, UNCOIN. Ça a été présenté par le FMI, en particulier avec le directeur adjoint du FMI, ancien, je ne sais plus son titre exact, ancien directeur à la Banque populaire de Chine. Et l'Unicoin a été préparé par, je me suis intéressé au bonhomme, par un certain Warren Hubbard, qui a fait un MBA à Yale, je crois, enfin, peu importe. Mais surtout, il a travaillé, avant de lancer cette Unicoin, donc cette monnaie mondiale numérique qui doit chapeauter des monnaies numériques, rouble numérique, le yuan numérique, c'est déjà lancé. Il a travaillé pour la Commission européenne, pour la préparation d'un euro numérique, donc celui qui a lancé l'Unicoin. Et en 2016 ou 2018, il avait été invité par la Banque populaire de Chine pour préparer le yuan numérique. Donc c'est intéressant de voir tous ces contacts, Commission européenne, ensuite la Chine, hop, et ce lancement se fait Unicoin par le FMI, et celui qui le présente, c'est le vice-président du FMI chinois, qui lui aussi est un ancien de la banque chinoise. Enfin, mais il se tire dans les pattes. Faut pas que ça se transforme en échange, tout simplement. Parce que Hu Jintao s'est fait arrêter en plein congrès du Parti communiste, dernièrement, je crois que c'était en décembre, et donc il m'avait semblé, en interprétation, que Xi Jinping avait pris la main et que tout ce qui est relevé, l'infiltration, Soros, État profond, etc., était un petit peu tenu en échec. Ah oui, il y a des bagarres dans ces milieux asiatiques, et chinois en particulier. Vous avez une branche qui veut défendre l'empire du milieu, et les autres sont des barbares. Et puis d'autres qui seraient prêts à des arrangements. Il y a une chose quand même. Tous ces pays-là sont minés par des faiblesses. Et entre la Chine, qui est certes très puissante, qui a des atouts extraordinaires, est minée par un élément clé. Et un élément clé qui vraiment doit toujours être étudié, c'est la démographie. Les Chinois, pendant des dizaines et des dizaines d'années, ont trucidé des dizaines et dizaines de millions de fœtus filles. Ce qui fait que vous avez des dizaines et des dizaines de millions de jeunes hommes ou adolescents qui s'en trouvent, pardonnez-moi l'expression, comme des glands, parce qu'ils cherchent la chinoise, elle a été trucidée. Et je dis toujours que c'est la chanson de Patrick Juvet, Où sont les femmes, ça devrait être un tube en Chine, parce que... Et donc, en fait, vous avez le règne de l'enfant unique, égoïste, préservé comme un dieu vivant, essentiellement mâle, qui va... Donc, vous avez une base, la pyramide des âges chinoises, très étroite, un enfant, déséquilibré parce qu'il y a plus de garçons que de filles. Et je me suis intéressé à une étude, ça c'est dans Chronique du mondialisme 2010-2020. Vous avez une étude sur l'évolution de la démographie chinoise. Pour le moment, ils sont dans la période où ceux qui ont 35 ans, 40 ans, 50 ans et qui travaillent sont encore nombreux. Mais dans 20 ans, cette tranche-là sort à la retraite et arrive l'enfant unique mâle, égoïste à mort et travailler pour les vieux, allez vous faire voir. Donc les Chinois, ça va mal se passer pour eux. Si vous aviez la solution, Monsieur Hillard, vous commenceriez par qui ou par quoi? Alors, la solution, dans le cas de la France et dans le cas de la Russie, j'ai toujours dit, le fond de l'histoire est religieux. Et on ne peut comprendre ces événements douloureux que par la compréhension de la mystique. Et le matériel n'est que l'expression visible de projets spirituels. C'est amusant parce que je termine par ça dans ma conclusion. Donc vous voyez, alors je ne peux pas le faire à titre personnel. Je sais que ça va surprendre, mais en fait, pour moi, c'est l'élément clé. Vous avez eu un événement extraordinaire, deux événements extraordinaires en 1917. La révolution bolchevique, d'accord. Mais vous avez eu un autre événement. Portugal, 1917, pour ceux qui sont croyants, vous avez eu l'apparition de la Sainte Vierge, la Fatima. Et à trois petits-enfants, il y a Sainte François et Lucie, pauvres, ne connaissant rien, c'est bien simple,
la Sainte Vierge leur a parlé de la Russie. Ils ne savaient pas que c'était un pays, pour vous dire, comme bon, l'innocence, c'est bon. Et la Sainte Vierge à Fatima en 1917, là je ne fais que présenter le texte. Après, quand on est croyant, on y croit, quand on n'est pas croyant, on dit bilvesé, tout ça. Mais, je vous présente un truc. La Sainte Vierge demande, en 1917, la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Pourquoi elle dit ça? Pour faire joli? Non. Pour se faire bien voir? Non plus. C'est en fait, pour comprendre la révolution bolchevique, il faut bien comprendre, c'est une marque satanique et qui ne peut être effacée que par un contrepoids divin. Et quand la Sainte Vierge demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé, c'est en fait une forme d'exorcisme pour effacer la marque satanique de 1917. Et elle a dit, alors cette consécration, elle a demandé selon des conditions bien précises, uniquement la Russie. Elle n'a pas dit la Russie, le monde, la Russie, le Kazakhstan. Non, elle a dit uniquement la Russie. Le pape, en lisant avec tous les évêques, enfin, il y a une sorte d'ordonnance médicale, mais d'ordre spirituel. Cette consécration n'a pas été faite, mais elle a, comme on dit, et on peut terminer par cette note d'espoir, et ça, à titre personnel, j'y crois, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc la Russie s'en sortira, et la France aussi.